Aujourd'hui, nous allons parler de la marque Shirou. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas, mais Shirou, malgré les apparences, c'est une marque française basée à Taïwan. En France également. En France. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'honneur de recevoir Pierre Arnaud, qui m'a prêté des vélos en test et qui, au moment de les rendre, je vais lui rendre les vélos, eh bien, il va nous faire un petit détail, un tour d'horizon de tous les vélos. Alors déjà, Pierre Arnaud, est-ce que tu peux m'expliquer l'historique de Shirou? Alors Shirou, je l'ai créé en 2009, un petit peu dans la même tendance que ce que je faisais quand je fabriquais des kitesurf, des windsurf ou des choses comme ça. C'était un petit peu pour assouvir les besoins de ma passion. Et donc je fabriquais le matériel des sports que je pratiquais. Donc j'ai commencé à 13 ans à faire des planches à voile en carbone. Donc ça a duré quand même, ça remonte d'un certain temps maintenant. Oui. Et puis après, avec mon métier en Asie, etc., j'ai fabriqué tout un tas de produits à base de carbone, mais aussi de métaux, de composites, etc. Et donc il y a environ dans les années, on va dire 2005 peut-être, j'ai commencé à faire du raid aventure. Attention, il y a une et guêpe donc qui dans le tourne raid autour. aventure, ne Voilà. pas bouger quand Voilà. il y a des guêpes. Du raid aventure et je voulais me faire des vélos spécifiques pour ça. Donc j'ai commencé par le Scandium, à faire des vélos en aluminium et puis assez vite, dans les années 2009, je me suis dit bah allez, on va se lancer et faire du carbone. Et puis créer sa propre marque. Ça faisait longtemps que ça me trottait un petit peu dans la tête. Et donc on a démarré avec un VTT tout suspendu, pas tout suspendu, non, un semi-rigide en 29 pouces. C'était le début du 29 pouces dans les années 2009-2010 pour faire du raid aventure, donc avec un focus sur du confort, parce que le raid aventure c'est avant tout aussi de la longue distance, hein. C'est un peu l'ancêtre du bikepacking mais en équipe et en multisport, mais c'est la même chose. En gros, il y a toujours cette dimension aventure qui est très présente donc quand même de la performance, parce qu'on veut du confort, mais aussi de la transmission de puissance pour avoir des vélos qui avancent notamment en grimpette, en montée et qui ne soient pas intolérants, on va dire, pour le corps quand il est sur son vélo 20 heures d'affilée. Oui. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée. Ensuite, on a évolué vers le Xterra, vers le cross-country marathon. Et ensuite, dans les années vers 2016-2017, le bikepacking a commencé vraiment à faire sa percée. Je dirais, bon, à la fois aux États-Unis où ça avait déjà commencé, mais aussi en Europe. Et là, je me suis dit que c'était quand même... J'ai remis un peu tout à plat sur la table et me dire, tiens, pour cette pratique, quel est vraiment le matériau ultime qui va me permettre de développer des modèles spécifiques un petit peu pour chacun de ces petits segments de sport que je pratiquais aussi également. Et le titane m'est apparu comme étant une évidence quelque part aujourd'hui, alors que j'étais absolument pas convaincu au départ, puisque je roulais et je fabriquais que des vélos en carbone au départ, à la fois semi-rigide et aussi tout suspendu. Mais les contraintes du bikepacking, plus le fait de rouler aussi avec cette mode un petit peu en gravel, nous ramenait à des choses un peu plus, on va dire, classique en termes d'architecture, de géométrie, de matériaux, pas de suspension. Et donc je trouvais que le défi était intéressant et que effectivement pour une fiabilité, une résistance à l'abrasion, enfin, nous en fait les 4 carbone on les rassait en moins d'un an. Ouais. Donc on était obligé de changer très fréquemment et je voulais quand même avoir quelque chose qui tienne un peu plus longtemps. Et donc le titane, ça m'est apparu comme étant la meilleure matière pour cela. Donc j'ai commencé à développer. Là on parle de quelle année ? Donc là on est en 2017, puisque j'ai créé. En fait chacun des vélos est un peu rattaché à une course que j'avais envie de faire. C'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure, parce que tu as gardé cet ADN avec le X-Route, avec le Highlander, avec le Fukai. Ouais, le premier, ce que l'on va voir après. Le premier, c'était le Divider. Le Divider. Pour la French Divide. Pour la French Divide. Voilà. C'était pas la Tour Divide. Quand on parle de titane, quand on parle d'alu, d'un matériau quelconque, on sait qu'il y a différentes qualités, différentes gammes. Est-ce qu'il y a différentes gammes, différentes qualités pour le titane ? Alors, pour le titane, principalement, pour atteindre les objectifs qu'on se fixe au niveau des cadres en titane de longue distance, comme 95% des fabricants au monde aujourd'hui, on utilise du grade 9
pour les tubes. Ça correspond à quoi, grade 9? Ça veut dire quoi? Alors, ce grade 9, c'est en fait une nuance de titane, c'est un alliage de titane qui a un allongement, une élasticité qui est assez importante, plus que l'acier. Donc de la déformation. Donc de la déformation, donc de l'absorption de choc, Ouais. et puis aussi une bonne absorption vibratoire qui est inhérente à la composition de l'alliage de titane. Donc ça, effectivement, ça nous a... Il n'y a pas vraiment, on va dire, une grosse liberté de choix dans les différents types de titane. À peu près tout le monde. C'est vraiment ceux qui sont en grade 5 partout. C'est des extraterrestres, il n'y en a presque pas. Ça Grade fait des 5, vélos. c'est ultra rigide. C'est très rigide et ça fait des vélos très rigides, un petit peu plus légers, mais aussi plus fragiles. Ouais. Plus rigide, plus fragile, etc. Donc le grade 5 est peu utilisé, sauf il y a certaines marques qui le font pour des vélos de route, parce qu'ils recherchent de la rigidité, etc. Mais aujourd'hui, on sait que quand on recherche ça, on va vers le carbone, on ne va pas là-dessus. Donc finalement, le cliché, entre guillemets, du titane super confortable, super souple, c'est un petit peu un cliché, parce qu'on peut retrouver aussi les extrêmes, voire les abus qu'on va retrouver parfois avec le carbone. Alors oui, on pourrait faire des vélos en titane raides ou pas très confortables en utilisant du grade 5 partout, à mon avis. Enfin voilà, on Donc peut le faire en route. Ouais. dire, comme on le voit souvent sur les réseaux, je cherche un vélo confortable, qu'est-ce que vous me conseillez? Pas sur du titane. C'est pas vrai. Alors c'est pas vrai, il faut nuancer. Voilà, faut nuancer, mais sachant que aujourd'hui, ce qui, pour moi, je trouve est le plus important, c'est la nuance de titane. Tout le monde l'a à peu près. La qualité du tube. Aujourd'hui, on a une qualité du tube au niveau mondial qui est relativement équivalente sur les grades 9. Ce qui compte beaucoup, c'est le travail du tube avant soudure. Ouais. C'est-à-dire les épaisseurs. Donc à la fois le design et où mettons de l'épaisseur sur le tube et quelle épaisseur, mais également la section du tube, donc dimensionnelle, ça c'est une chose, mais aussi la forme de la section. Et est-ce qu'on travaille avec une section constante ou avec une section qui va évoluer sur le tube? Comme on le verra en détail, comme au niveau du boîtier de pédalier, par exemple du X-Route là. Alors, par exemple, mais si on regarde bien... On va faire un petit détail sur le X-Route. Regarde. Si on regarde bien nos vélos, en fait, on n'a aucun tube rond. Ouais. Tous nos tubes sont travaillés et ont des sections différentes. Je te laisse détailler. Alors là, par exemple, pour le tube diagonal, on part d'une section ronde et on arrive ici à une section qui est déformée avec des plats latéraux qui arrivent sur les côtés et une section qui est très aplatie, pratiquement ovoïde, avec des plats qui sont rajoutés. Ça nous permet d'avoir une très bonne rigidité latérale au niveau du boîtier de pédalier, qui va quelque part influer très fortement sur le comportement au pédalage du vélo, et notamment ce qu'on appelle l'effet ressort du boîtier de pédalier qu'on ressent vraiment sur un vélo titane. On peut vraiment beaucoup jouer avec ça. Ça va nous permettre également d'avoir une longueur de soudure ici au niveau par rapport aux efforts qui sont appliqués au pédalier qui est un grand cordon de soudure. Donc c'est avec cette grosse surface, ce gros tube et ce gros boîtier de pédalier, on arrive vraiment bien à solidariser ces deux parties pour que l'on ait une bonne rigidité. Parce qu'on ne voit pas ici aussi au niveau du boîtier de pédalier, il y a un gros travail ici avec... Je sais pas, alors, tout à fait. On va dire à diamètre différencié, c'est-à-dire que on a un boîtier T47, donc vissé, avec les roulements qui sont en interne. On le voit peut-être un petit peu mieux ici de l'autre côté. Donc les roulements sont vissés et se retrouvent donc carrément à l'intérieur ici du boîtier de pédalier. Et ici, on a un diamètre plus important qui nous permet en fait de passer tous les câbles en interne sans qu'ils soient trop contraints, c'est-à-dire avoir suffisamment d'espace. Et ça nous permet également sur ce gros diamètre d'avoir un boîtier qui a donc un moment d'inertie qui est plus important puisque le diamètre est plus gros et plus de rigidité à épaisseur de mur égale. Donc ça nous permet en fait d'avoir... D'accord, oui. J'arrive. Attends. Et il faudra couper. Donc, le boîtier de pédalier en diamètre différencié pour permettre à la fois le passage
des câbles en interne. Oh, ça, on l'a déjà vu ça. Oui, sans pour rentrer en contrainte. Alors je reprends un petit peu en arrière. Vas-y. Donc voilà, on est sur un gros boîtier ici qui permet de bien guider les roulements, de les protéger aussi de toutes les projections qui peuvent y avoir également. Derrière, on va retrouver directement connecté un des éléments les plus importants et les plus différenciants sur ce vélo. Ce sont ces bases qui sont aplaties, c'est-à-dire c'est un ovale qui est en fait positionné dans le sens horizontal et qui permet en fait d'avoir beaucoup plus de sensibilité des bases dans le plan vertical, donc pour le confort et la motricité, mais également d'apporter de la rigidité en latéral pour le transfert de la puissance au niveau du pédalage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez, un peu une marque de fabrique chez Chiron, parce qu'on le retrouve chez... On le retrouve dans tous les modèles. Enfin, oui, dans nos modèles chez nous, mais pas chez d'autres... Ouais. Mais c'est vrai que c'est... Là, tu nous as parlé des bases, mais il y a également la forme caractéristique des haubans avec cet arrondi. C'est pareil, eux sont ovalisés également, mais dans le plan vertical, c'est-à-dire que lorsqu'on a une sollicitation, un rebond à l'arrière sur l'axe, on va avoir l'axe qui va avoir tendance à partir vers le haut, donc celui-là va faciliter la flexion de l'axe, on appelle ça de la flexion passive parce qu'on n'a pas de suspension. Et celui-ci, comme il est arc-bouté comme ça et qu'il est plus long qu'un haubans classique, lui va avoir tendance à fléchir vers l'extérieur puisqu'on a réduit l'épaisseur ici. Donc lui va pouvoir un peu comme un roseau, un petit peu se déformer vers l'extérieur et donc apporter de la sensibilité au niveau du confort et des petits chocs. Pourquoi justement tu es venu le faire souder ici plutôt que ici comme on le voit traditionnellement sur les vélos? Voilà. Pourquoi cet endroit de soudure? Alors il y a deux raisons. La première, c'est de libérer en fait le tube de tige de selle pour qu'il puisse fléchir plus facilement au niveau des impacts. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il va y avoir cet impact qu'on a eu tout à l'heure, avec le poids du bonhomme sur l'arrière de la tige de selle, on va avoir le tube de selle qui lui va se cintrer vers l'avant à ce niveau-là et qui ici va partir vers l'arrière. On a un arc-boutement comme ça qui se constitue et donc le fait de les mettre ici, ça lui permet de bouger de manière plus libre. D'accord. Et la deuxième raison, c'est que un haubans qui est un petit peu plus long, il va fléchir un peu plus latéralement. Alors, on a tendance sur les vélos de route où on veut beaucoup de rendement, beaucoup de rigidité dans le triangle arrière et zéro confort, à avoir des haubans très gros, très ronds ou d'autres types de sections qui ne se déforment pas et qui sont fixés, on va dire, un petit peu plus bas pour certains. Enfin, ça dépend, il y a des concepts sur des vélos de triathlon comme ça. Il y a peut-être la partie aéro qui rentre en ligne de compte. Mais c'est vrai qu'un tube, plus il va être court, quand on le sollicite, moins il va se déformer et moins il va apporter de déflexion. Et là, ce vélo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce vélo en particulier, donc le X-Route? C'est quoi? C'est un gravel? C'est un all-road? Alors le X-Route chez nous c'est un all-road. Alors on définit souvent nous dans notre gamme de vélos les vélos par rapport à bien sûr la géométrie, mais aussi par rapport au passage de roues, passage de pneus, c'est-à-dire quels pneus sont acceptables là-dessus. Alors on parle souvent d'un maxima, mais il y a aussi le minima qui est important, puisqu'on a la hauteur du boîtier de pédalier et de la pédale qui va dépendre très fortement du diamètre de la roue. Donc celui-ci, il a été conçu pour être utilisé avec un pneu qui est entre 28-30 mm, donc un pneu de route, et jusqu'à 40 mm, un pneu de gravel, alors en slick, en cramponné, un peu comme on veut, et avec une géométrie qui est, on va dire, ce qu'on retrouve sur le marché classique des gros fabricants de vélos carbone, c'est ce qu'ils appellent du gravel race. Mais nous, en fin de compte, c'est plus on préfère presque l'appeler plus all-road, parce qu'en fait, c'est un vélo qu'on va emmener un petit peu en tout chemin, à la fois quand on peut avoir à la limite un parcours type 50% route, voire plus. Il y a des gens qui font des biking man avec ce type de vélo, qui sont pratiquement que sur route, mais avec de la longueur dedans, ou des parcours plus courts où on va avoir une plus grosse partie de gravel, mais qui va être du gravel non technique, du gravel rapide, une piste bien lisse, très roulante, etc., où ce vélo-là pourra tout à fait rebondir et montrer qu'il est tout à fait apte à rouler vite. Le X-Route, en fait, moi je l'ai roulé un petit peu cet été, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai aimé, c'est
que tu me l'as présenté comme un gravel race, et moi je l'ai emmené sur du bikepacking qui tape un peu. Et en fait, j'ai absolument pas eu l'impression d'être avec un vélo race. J'ai eu l'impression d'être avec un vélo qui répondait quand je le sollicitais et qui était confortable quand j'avais besoin qu'il soit confortable. Et ce que tu expliquais tout à l'heure justement sur les haubans, sur les sollicitations ici, et les sollicitations verticales et horizontales, et notamment ici en latéral, c'est que quand je roulais, que j'avais des cailloux, et ben j'avais vraiment cette sensation de flexion à l'arrière et de grippe dans les gros talus de la Creuse. Mais quand on s'est mis à rouler un petit peu, et ben j'ai pas eu l'impression d'avoir un chewing-gum à l'arrière en fait. Ça c'était très très intéressant. Effectivement, nous, notre ADN, c'est le bikepacking, la longue distance, l'ultra, mais avec une pointe de confort, de performance, pardon. Il y a bien sûr le confort qui est nécessaire, mais surtout de la performance. Et donc, c'est pour cela que les tubes sont travaillés de cette manière, pour avoir un maximum de nervosité au pédalage qu'on n'aurait pas si on est sur des sections plus rondes, on va dire. Donc là, on essaye d'optimiser un petit peu la transmission de l'effort au pédalage, ou en tout cas le ressenti, avec un bon effet ressort au niveau du boîtier de pédalier, qui fait que les vélos donnent cette sensation d'être facile à pédaler, même en côte. Hein, on n'a pas l'impression qu'on est obligé de taper dedans pour le faire monter. Mais pour autant, quand on lui met 200 watts, par exemple, dedans, en étant assis sur la selle, on va sentir qu'on a peu de perte d'énergie, que le vélo, la transmission est très directe. Elle est directe et surtout, comme souvent avec les vélos qui sont très bien conçus, les tiens, mais aussi d'autres qui sont plus souples, là où on ne va pas chercher la rigidité à tout prix, c'est qu'on va avoir un vélo qui vit un petit peu en fait et qui a une certaine élasticité. Et pas une élasticité dans le sens perte d'énergie, mais une élasticité un petit peu où on en met et on a un effet retour. Et on n'a pas cet effet ultra rigide, notamment au niveau du boîtier de pédalier, où pour faire avancer le vélo, il faut lui en mettre plein la gueule. Et dès qu'on ralentit, on a une enclume qui s'écrase au sol. Ce qui est le concept d'un vélo ultra performant. Mais pour emmener un vélo ultra performant, il faut être soi-même ultra performant et c'est épuisant à la longue. Oui, et surtout, alors même chez les gens qui sont très très performants ou ultra performants dans le bikepacking, ça les épuise. Quand on le fait une semaine de suite à hauteur de 20 heures de pédalage par jour, même Superman n'y arrive pas, quoi. Je veux dire, on a vu en tout cas des pros essayer sur les grosses courses de bikepacking, partir très très vite au départ, et puis au bout de 2 jours ils abandonnent ou autre. Alors bien sûr, Lachlan nous montre le contraire, mais lui il pratique le bikepacking, il s'est adapté, et je suis sûr qu'il court en bikepacking pas du tout de la même manière qu'il courait quand il était en équipe pro-route. C'est pas du tout la même mentalité, et lui il a shifté, on va dire, de ce côté-là de la force, quelque part. Je te propose un truc, c'est qu'on change de vélo et on va aller de l'autre extrême. En fait, là, on est sur un all-road, donc quelque chose de très raisonnable. Je te propose qu'on aille dans le déraisonnable et on va mettre le Highlander. Oui, allons-y. Alors là, on a un VTT. Mais en fait, c'est un VTT. Est-ce que c'est vraiment un VTT au sens classique? Ou est-ce que c'est plutôt, je te tends une perche énorme, est-ce que ça serait pas plutôt ce qu'on appelle un vélo d'aventure? Alors, même si la perche est tendue, on a chez nous un VTT d'aventure qui est le Divider, qui a vraiment été conçu pour, on va dire, partir à l'aventure avec un cintre plat. Donc où s'arrête la définition du VTT, moi je la mets au cintre plat, et la possibilité de mettre une fourche de 100 mm, une fourche de cross-country classique. Celui-ci, on a voulu lui donner l'option aussi de pas forcément de rester moderne par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en VTT semi-rigide, même si le VTT semi-rigide dans le marché global a quand même tendance beaucoup à disparaître au profit des tout suspendus. Moi, je reste convaincu qu'il y a quand même encore une belle place pour ce genre de machine, et de lui donner un caractère un peu plus VTTiste qu'un VTT d'aventure classique qui va avoir des angles traditionnels où 90% du temps, ce type de VTT vont être sur des terrains non techniques, relativement plats ou pas dans des pentes très raides.
et donc ont une géométrie, on va dire, très, très conventionnelle. Celui-ci, il est équipé d'une fourche de 120 mm avec une géométrie qui n'est pas non plus complètement extrême au niveau des angles, ou en tout cas dans ce qu'on voit sur des VTT plus engagés de ce type de programme. Mais surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un top tube qui ne soit pas aussi long que sur les VTT de pure cross-country aujourd'hui, ou down country, on appelle ça, pour pouvoir utiliser ce vélo avec des aérobars. Parce que quand on a un top tube qui est très très long, on se retrouve, alors ça dépend du type d'aérobar qu'on utilise, mais on se retrouve avec une aérobar qui est très très loin devant. Et c'est pas du tout confortable. Bien sûr, ça ne sert plus à rien finalement. C'est contre-productif. Voilà, c'est un peu contre-productif. Donc ce vélo, il est volontairement un petit peu plus court que les tendances classiques des vélos down country. Mais c'est pour cette raison, c'est pour qu'on puisse en fait avoir une position, un buste quand même assez relevé. Parce que il faut alors, soit c'est pour la position de l'aérobar, pour qu'elle soit assez haute et qu'on soit assez regroupé pour ne pas être trop tendu, ne pas avoir le cou en tension, etc. Et pouvoir avoir quand même un pédalage efficace. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est que lui, je l'ai roulé donc au Monténégro début juillet. J'ai fait environ 800 km avec lui au Monténégro sur une course ultra. Et ce que j'ai tout de suite ressenti, comparé à un modèle que j'ai ici beaucoup plus typé XC, même totalement typé XC, c'est que là, j'étais quand même très haut. À la fois, quand je l'ai eu ici à la maison, j'ai eu la tentation sur les chemins de refaire du fractionné, donc ce qui en dit long aussi sur son caractère sportif. Mais quand je l'ai eu en mode vraiment bikepacking ultra, j'avais vraiment cette position beaucoup plus relevée. J'avais l'impression, tu vois, sans qu'il y ait 3 ou 4 bagues ici, j'ai eu cette sensation qu'ici j'étais vraiment relevé. Je n'avais pas une position agressive, basse, comme sur l'autre vélo. Bah oui, c'est ça, ces positions cross-country ou down-country classiques, elles sont faites pour rouler quelques heures à la journée. C'est tout. Par contre, quand on part sur des choses plus longues, il faut vraiment ajuster le réglage du cockpit. Alors, on peut effectivement, sur un vélo cross-country classique, réduire très fortement la longueur de la potence. Mais ça a aussi ses limites et les vélos ne sont pas tous conçus de cette manière, même si d'ailleurs maintenant la plupart des VTT ont des potences très courtes. Donc la plage de réglage, elle est quand même limitée. En fin de compte. Donc nous, c'est pour ça qu'on a pris cette option de faire un cadre pas forcément exactement comme un down country classique, qui est en général très long sur le tube supérieur avec une très petite potence. On a voulu rester dans des côtes un petit peu plus courtes, ce qui permet d'être bien posé, d'avoir un buste bien relevé pour pouvoir pédaler en confort pendant des heures et des heures. Donc c'est un petit peu ça le programme sur ce vélo. Pour autant, on n'a pas du tout négligé la performance au pédalage. Donc on retrouve les bases aplaties. Elle est flagrante. Et un vélo qui est confort mais qui pédale très bien aussi, que ce soit à monter ou sur le plat. Tu vois, au Monténégro, c'était très très rocailleux et il y a peut-être des moments où j'aurais apprécié un tout suspendu, mais j'avoue que je n'ai jamais eu vraiment ce moment où je me suis dit je n'ai pas le bon vélo. Et je peux affirmer que je n'avais ni mal aux pieds, ni mal au cervical, ni mal au cou, juste un petit peu aux mains parce que je n'étais pas habitué à ces poignées qui ne sont pas les miennes que tu m'as prêtées et qui donc il m'aurait fallu un petit peu plus de temps pour m'y habituer. Oui. Mais à part ça, à part une petite douleur aux mains, plutôt une petite perte de force, je n'ai pas eu de douleur particulière. Et je peux dire avec une certaine certitude que d'aller au bout de cette course qui était vraiment très très dure, c'est en partie grâce au vélo. Le vélo y est pour beaucoup. Si j'avais eu, comme j'ai vu d'autres avec des gravels ou avec des VTT tout suspendus ou des semi-rigides, ultra rigides donc, en carbone, je pense que j'aurais fini légèrement plus fracassé. Et je constate que j'ai fini fatigué dans un état de fatigue tout à fait conforme pour le type d'effort, mais j'étais pas défoncé. J'ai repris le footing, je crois, 4 jours après. D'accord. Ouais. Alors, ce qu'il y a aussi sur celui-ci à noter, c'est que moi, quand je l'ai conçu pour la Highland Trail en Écosse, quand j'ai été faire la course, j'ai fait avec des 2.6 en pneus. C'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à du 2.6. Ouais. Là, j'étais en 2.35, je crois. Alors, 2.35, c'est un très bon compromis, roulage, etc., confort. Si on est vraiment sur des terrains très, très cassants et qu'on veut rouler très fort dessus, faut rouler. Moi, j'ai roulé avec des mousses à l'arrière.
enfin une mousse à l'arrière. J'ai apprécié les inserts. Ça, c'est indépendant, je te coupe, je suis désolé. C'est indépendant de la conception du vélo, mais les inserts, j'ai trouvé ça mortel. Oui, bien sûr, c'est un insert là-dessus, ça te permet quand ça... Bon, déjà, on emporte un peu plus de poids que la normale, donc il va y avoir des efforts sur les pneumatiques qui vont être un petit peu plus conséquents. Et donc, le fait de savoir qu'on peut quand même rouler avec un pneu avec une pression relativement basse, ne pas être obligé de surgonfler parce qu'on roule chargé, ben, permet de rouler en sécurité et de ne pas taper et d'exploser une jante quand on va rentrer dans du très rocailleux et qu'on va faire soit une erreur de pilotage, soit il y a vraiment de la caillasse et on n'est pas, il faut passer dedans. Il y a eu des passages très rocailleux et je me suis dit vraiment la fourche, c'est pas seulement une histoire de confort. Quand tu tapes une marche d'un coup en pleine nuit, que tu la vois pas arriver, c'est quasiment une question de sécurité, presque une question de santé publique. Oui, de sécurité, puis surtout, effectivement, quand on est en état de fatigue avancé, notre vigilance décroît, nos réflexes, notre performance, etc. On se laisse tomber et la fourche fait un travail extraordinaire. C'est ça, donc un vélo qui pardonne dans le bikepacking, c'est souvent ça, quoi. Quand on veut souvent faire l'arbitrage, est-ce que je pars en tout rigide ou avec une fourche tout suspendue? Oui, d'un côté, il y a un surpoids, mais de l'autre, il va y avoir moins de fatigue si on est sur de la tôle ondulée ou de la grosse caillasse. Et puis, il y a le risque de chute qui diminue très fortement, puisqu'on partira à la faute beaucoup moins facilement avec une fourche. Donc ça se généralise. On va peut-être un peu moins vite, mais on a moins de chances d'être fortement ralenti. Un peu moins vite, encore une fois. C'est relatif. On est un peu plus lourd, on va dire, mais est-ce que le poids fait pour autant qu'on va moins vite? Alors en descente, c'est pas vrai. On va plus vite. En montée, effectivement, on est un petit peu plus chargé, mais sur du plat qui tabasse, le poids n'a pas d'importance. Le poids n'a pas d'importance. Et je dirais que ça va très nettement décupler la vitesse de passage par rapport à du tout rigide, puis surtout la fatigue dans les bras, toutes ces choses-là qui étaient... À l'arrière, on retrouve la conception avec les haubans incurvés, avec toutes les bases arrière, ça c'est un classique. Tout à fait. Je te propose, maintenant qu'on a vu un extrême tranquille, un extrême un peu excentrique, qu'on revienne sur le milieu de la gamme et que tu nous présentes le Fukai et l'Alpin. On va les mettre côte à côte, parce qu'ils ont une ADN assez similaire, mais ils sortent tellement des canons du gravel tel qu'on nous le vend habituellement et qu'on le voit habituellement, que là, ça mérite quand même d'expliquer un peu cette sous-division du gravel et des utilisations très spécifiques. Alors, des terrains très spécifiques. Oui, tout à fait, sachant que le Alpin, lui, fait partie de notre gamme gravel et que le Fukai fait partie de notre gamme aventure. Voilà, c'est ça un petit peu, on va expliquer pourquoi. On va couper ça alors. Voilà. Donc là, Pierre Arnaud, on a, alors, ici, on a le Alpin, qu'on sortira tout à l'heure. Là, il est dans la végétation. Voilà, c'est marrant parce qu'on se croirait chez toi à Taïwan. Ah, presque. C'est un petit peu ça quand même. Sauf que là, on est en Eure-et-Loire. Alors là, on a le Fukai. Déjà, pourquoi Fukai? Ça veut dire quoi? Alors Fukai, c'est un mot japonais qui veut dire aller plus loin, essayer de dépasser les limites, explorer un peu l'inconnu. Enfin, en tout cas, il y a une interprétation qui va dans ce sens. Et donc, c'était un petit peu apporter de la connotation un peu de la région et puis lui donner ce vélo-là, il est vraiment fait pour moi pour aller repousser un petit peu les limites de ce qu'on explore habituellement. On essaie de maximiser le confort là-dessus sur quand même une architecture assez classique, tout en rigide, mais avec 8 portes bidons. C'est-à-dire qu'on peut emporter, il y a 8 emports pour fixer soit ce qu'on appelle les cages, là, pour mettre des petits sacs étanches, des choses comme ça, ou bien des portes bidons. Donc on en retrouve ici, on peut en mettre 2 sur le down tube, on se retrouve avec un triangle avant qui est très long. En fait, ce triangle avant très long va permettre d'avoir un très grand sac de cadre ici, puisque nous, on est prévu pour avoir des sacs de cadre qui viennent se boulonner directement à l'intérieur du triangle, pour une intégration parfaite pour le bikepacking, à la fois visuel et fonctionnel. Ici, on retrouve le petit trou de sortie pour l'éclairage arrière et le câble donc, qui l'amène jusqu'à la dynamo qui est ici. Okay. Et donc ça nous génère effectivement un très grand triangle avant, donc très pratique pour le bikepacking. Mais la conséquence que ça a aussi, c'est donc un accroissement de l'empattement. Donc accroissement de l'empattement veut dire plus de stabilité, effectivement, en vitesse. Et quand on part en bikepacking,
La plupart du temps, on va quand même tout droit. Hein. On n'est pas tout le temps en train de faire des virages comme sur un circuit de cross-country, donc on ne recherche pas la même chose, ou de cross-country, ou de cyclocross, ou de choses comme ça. Et par contre, ça va vous donner également plus de confort. Puisqu'en fait, quand le poids du cycliste qui est, lui, sur les pédales, appuie sur le pédalier, qui est sur le cadre du vélo, qui lui repose sur les deux axes de roue en fait. Hein. Les efforts au sol sont retransmis à travers l'axe de la roue avant et arrière. Et donc on a ce phénomène de flexion entre ces deux points, avant et arrière, à partir d'ici. Et donc le fait d'avoir un très long triangle avant permet d'avoir beaucoup plus de déformation dans le plan vertical. Et c'est ça qui va vous donner aussi beaucoup de confort sur ce vélo. On le verra, on a fait un concept un petit peu différent sur le alpin, puisqu'on a fait un vélo qui est très très sloping. Le sloping contribue aussi à améliorer le flex vertical du cadre. Mais là, dans ce concept-là, on a un très grand triangle avant qui, lui, avec un très long tube ici, qui, lui, va flexer beaucoup plus dans ce sens. D'accord. Ce vélo a été conçu autour d'une fourche, de notre fourche titane. Donc ça, c'est une de nos spécificités aussi chez Chiroux, donc de la marque CEC, c'est notre marque de composants. Et donc là, dans une longueur de 430 mm. Et donc 430 mm, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à le voir un peu apparaître pour beaucoup de VTT en carbone qui sont, enfin majoritairement en carbone, qui proposent une fourche suspendue. On est en général avec une longueur axle to crown de 425 à 430 mm. Donc nous là, on est sur la même longueur ici, ce qui nous permet de mettre des pneus jusqu'à 2.6. Donc ce vélo, on l'a conçu pour pouvoir voyager très chargé et pour autant avoir quand même beaucoup de confort, donc grâce à l'empattement, mais aussi grâce à la taille du pneumatique. Hein, donc un gros pneumatique, un gros volume de pneumatique va vous permettre d'emmener un peu plus de bagages, d'être un peu plus chargé et pour autant avoir quand même de la déformation. C'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé de surgonfler pour pouvoir compenser le poids que vous emmenez sur le vélo. Donc c'est un petit peu l'idée derrière ce vélo-là. La fourche titane, elle, permet également d'avoir une bonne absorption vibratoire, parce que la majorité des vibrations qui vont rentrer sur un ensemble vélo plus cycliste vont le faire à travers l'oscillation de l'axe de la roue avant, qui lui n'est pas fixé comme l'axe de la roue arrière par deux tubes qui lui évitent d'osciller en fait. Et donc si on regardait au ralenti une fourche, elle travaille énormément dans ce sens. Alors on n'a pas envie que ça travaille de trop évidemment, puisqu'au freinage, on va avoir un effort énorme et la fourche va avoir tendance à cintrer comme ça vers l'arrière. Mais on veut la laisser bouger pour qu'elle absorbe les vibrations. Et donc là, on utilise les propriétés intrinsèques du titane pour justement jouer le rôle d'amortisseur de vibrations ou de dissipation des vibrations, des petites vibrations, pour amener une touche plus confortable au toucher de route du vélo. Alors bien sûr, le pneu y est pour également beaucoup sur le toucher de route. Et là, on peut mettre aussi des gros pneumatiques qui permettent de rouler. Donc là-dessus, on roule entre 2.0 jusqu'à 2.6 au niveau du pneumatique avec un gros emport, quoi. Et il se roule, dernière précision, ce design-là permet également de rouler en flat bar, donc en cintre plat. Donc cintre classique ou cintre classique gravel ou cintre vélo plat. Versatile en plus. Voilà. Ok. C'est si possible. On passe sur le alpin parce que le temps nous est compté. Et bien sûr. Tac. Alors le alpin. Gravel alpin conçu à la base pour qu'on refasse le record du Tour de Mont-Blanc avec Yannick Lutz de la Chiroux Brigade, mais avec un seul vélo. On l'avait fait avec deux vélos, un route et un VTT, et là on s'est dit ça serait intéressant de voir quelle différence de temps on a si on le fait avec un seul vélo. Donc c'est un gravel qui a des angles, on va dire, plus ouverts pour la fourche, un tube de tige de selle plus redressé, hein, donc on se rapproche un petit peu de ce qu'on retrouve sur des angles de VTT. Pour autant, la transmission est une transmission de type gravel, au standard gravel,
avec un standard 142/12 à l'arrière et 100/12 à l'avant. Et par contre, une longueur de fourche de 430 mm, qui est la même longueur de fourche que l'on retrouve sur le Fukai, qui lui était au standard VTT. Donc c'était un standard format boost au niveau du pédalier et des roues. Là, on reste sur un standard gravel classique. Et donc un cadre qui est destiné en fait à, on va dire, à des VTTistes qui font du gravel, c'est-à-dire des gars qui, quand ils roulent sur une piste et qui vont un petit chemin qui part dans les bois et qui est plus étroit, qui ne peuvent pas résister et qui ont envie d'y aller, et qui notamment vivent dans des environnements un peu montagneux. Alors, ça n'a pas besoin d'être des grosses montagnes, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de massifs, de petits massifs très bas en France, où justement les chemins qui sont tracés dedans sont souvent plus raides que sur les gros massifs. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des chemins très raides dans les Alpes, hein, évidemment, mais vraiment pour aller dans de la pente. Ce que ne savent pas trop faire les gravels un petit peu all-round, tout programme, qui eux restent sur des géométries quand même relativement classiques en termes d'angle de fourche, etc. Donc celui-là, il va vraiment vous donner de la confiance dans les descentes. Vous n'allez pas avoir l'impression de passer au-dessus de la roue avant, de partir en over the bar systématiquement. Et pour autant, dans les montées, avec un tube de selle qui est très vers l'avant, vous allez être bien posé dessus, bien calé, puisque le corps va être basculé quand même relativement bien vers l'avant. Ça a aussi pour effet dans les descentes de pouvoir passer derrière la selle plus facilement. Donc très sloping. Et ça permet également, on s'en est rendu compte en fait un petit peu après coup, qu'on générait énormément plus de confort avec une longue tige de selle, ça on le sait, et donc que ce vélo marchait aussi très très bien sur le plat lorsque le chemin commençait à se dégrader. C'est-à-dire que classiquement avec un gravel, vous allez prendre un petit peu des coups de la selle, hein. On va avoir un retour du terrain qui va être très net, et ce qui vous empêche un petit peu de continuer à pédaler. En tout cas, on sent qu'on perd en efficacité. Avec celui-ci, on continue à pouvoir pédaler et à appuyer, même quand le terrain commence à se dégrader. Et on se retrouve à pouvoir rouler beaucoup plus vite que d'autres gravels qui, eux, vont être limités dès que le terrain se dégrade. Donc c'est là-dessus qu'il est assez intéressant. Et donc on le recommande pour les gens qui aiment bien un peu ce pilotage en single ou sur chemin dégradé ou dans de la pente, qui veulent quand même et qui ne veulent pas trop toucher les freins quand ça commence à devenir un peu sérieux. Je parle toujours en gravel, on n'est pas sur du VTT bien sûr, hein, évidemment. Voilà, donc c'est un petit peu la présentation de ce vélo. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire comment est distribuée la marque ? Alors aujourd'hui, on s'appuie sur un réseau de revendeurs en France. On a un peu plus d'une quarantaine. C'est Sport Fusion qui s'occupe de notre diffusion sur le marché français. Et donc ces revendeurs en fait sont le dernier lien, le dernier maillon pour le montage à la carte, puisque nous on ne vend que des cadres pour le client final. Donc le client final va venir parler avec un de nos revendeurs et puis ils vont construire ensemble le projet, à la fois par rapport aux attentes du client, son budget, etc., pour lui faire son vélo unique et de ses rêves. Et aujourd'hui on voit que la multitude de composants, tant en termes de budget que de développement de transmission, que de forme de cintre, de selle, etc., est tellement variée qu'aujourd'hui, je pense que le montage à la carte a quand même de beaux jours devant nous, d'autant que le bikepacking et le gravel sont en train de vraiment progresser et que la pratique devient plus mature. Les gens commencent à avoir des demandes bien plus spécifiques, bien plus précises. Et en cas d'une demande vraiment spécifique, est-ce qu'il est possible de te contacter directement pour avoir droit à tes conseils éclairés ? Oui, je réponds. La légende me dit que tu réponds très vite. Oui, c'est vrai. Alors, pas s'il y a 100 000 personnes, mais bien entendu. En général, j'essaye de répondre assez vite. On a un contact sur le site. Et s'il y a des demandes, effectivement, j'essaye de répondre du mieux que je peux. Voilà. Merci beaucoup Pierre Arnaud, merci pour les vélos. Ça marche. À très bientôt, bon retour. Que ça t'ait fait plaisir. Voilà. Je me suis beaucoup amusé effectivement avec déjà avec le X-Route que l'on a emmené avec ma compagne en Creuse, sur un petit trip sur le Tour de la Creuse, et puis surtout au Monténégro où vraiment
il a participé au plaisir global de la course, Le d'aller Highlander, ouais. sur une course, découvrir le pays, découvrir la langue, la nourriture, comment on vit, faire une course ultra et faire un effort conséquent, mais aussi le faire sur un vélo qui accompagne bien l'effort, et pas sur un vélo, comme on le voit souvent, qui est un peu contre-productif au bout d'un moment, et qui va devenir un petit peu comme une enclume, où on se dit, finalement, j'ai peut-être pas emmené le bon vélo. Et là, je n'ai jamais eu cette sensation. C'était le but recherché, donc Voilà. mission accomplie. Bravo, merci beaucoup, Voilà, salut. à bientôt. Ciao. Ton truc, c'est le Bistrogravier. site Bistrogravier. Vas-y. Et donc, en exclusivité pour les auditeurs de Bistrogravier, comment repolit-on ou enlève-t-on les petites griffures sur un cintre titane? Un tampon Scotch Brite, très simple. Mouvement perpendiculaire au tube. Alors, chez nous, on peut directement le faire sur les logos, puisque les logos sont gravés laser et ne sont pas altérés. Et donc, vous retrouvez le polish du neuf en 10 secondes. Et ben voilà. Voilà, Oh là là. magique. Bon, et ben moi je vais y aller parce que c'est pas le tout, mais là tu dois aller cirer mon parquet maintenant. Ah donc oui. Alors pour ça, c'est de la noix de coco normalement. Le T'as laissé parquet. tomber tes C'est lunettes bon, de Alain c'est Delon bon, par terre. C'est bon, c'est bon. Merci Pierre. Allez, ciao.